Vladimir Poutine qui serait, selon ses proches, menacé physiquement par les États-Unis. Regardez ce que dit très précisément Sergei Lavrov, c'est le ministre russe des Affaires étrangères. Les responsables anonymes du Pentagone parlent d'infliger un coup de décapitation. Au Kremlin, il menace en réalité d'éliminer physiquement le président Poutine. Alors ça, c'est une rengaine, j'allais dire, une obsession Oui. du Kremlin, parce que ce n'est pas la première fois que c'est sous-entendu. Là, c'est dit clairement. Qu'est-ce que ça change? Alors, c'est assez amusant parce que dans mes petites notes, j'avais justement inscrit le mot rengaine. Parce que c'est cette sorte d'adversité, cette volonté, sous une forme ou une autre, pour reprendre là aussi la vulgate de Lavrov, de détruire la Russie et donc de détruire celui qui l'incarne en l'éliminant physiquement. Pour moi, très franchement, ça ne vaut pas un copec, pour une raison assez simple, c'est que le propos est extrêmement évasif. Il invoque des sources évidemment anonymes du Pentagone, ceux qui ne mangent pas de pain ni de borscht. Et puis, n'oublions pas qui est Lavrov. D'abord, son vrai nom, c'est Sergueï Viktorovitch Kalantarian, et non pas Lavrov. Il a russifié un nom qui était arménien, car son père est arménien. Mais ce qui est plus important, c'est que c'est loin d'être un perdreau de l'année. C'est quand même quelqu'un qui est sur scène depuis 30 ans. Il était vice-ministre des Affaires étrangères sous Helsinki pendant 2 ans. 10 ans représentant de la Fédération de Russie à New York. Donc il connaît parfaitement les codes de la diplomatie occidentale. Et il a d'ailleurs une certaine passion pour le mode de vie américain. Et puis il est quand même ministre des Affaires étrangères depuis 18 ans. Donc c'est quelqu'un qui est suffisamment madré et suffisamment expérimenté pour lâcher une bombinette de cette nature sans se faire beaucoup d'illusions ni sur son effet ni sur son influence. On connaît Lavrov en Occident. Il assure le service après-vente de la diplomatie du Kremlin ou de ce qui en tient lieu. Mais quand vous interrogez des gens qui sont vraiment des intimes du fonctionnement du Kremlin depuis 10 ou 15 ans, ils vous disent que ce n'est pas quelqu'un qui a énormément de poids. Il n'est pas du premier cercle. Donc il donne des preuves de zèle, il fait le boulot, celui pour lequel il est nommé et payé, mais je ne pense pas que ceci soit un marqueur, parce qu'encore une fois, l'argumentaire est tellement faible, tellement peu étayé factuellement, qu'il nous ramène à ce que vous évoquiez tout à l'heure, Thomas, c'est-à-dire une rengaine. Qui pourrait bénéficier de l'élimination aujourd'hui de Vladimir Poutine? Ça, c'est une bonne question, parce que Poutine, il a insisté sur le fait que l'Occident veut diviser la Russie. Ils veulent détruire la Russie, ils veulent la décomposition de la Russie. Alors, si on réfléchit un petit instant, on se dit, ça ne serait pas la question, même les propos ne seraient pas là, si Poutine n'a pas commencé cette invasion massive de l'Ukraine le 24 février. Alors, voilà, je pense que ça, c'est assez clair. Après, même quand le président Zelensky était interviewé par Darius Rojban, et quand on parlait, est-ce que, par exemple, les Ukrainiens vont, je ne sais pas, aider ou tenter de changer le régime en Russie, et c'était très clairement dit, non, on ne sera pas là pour le faire. Ça, c'est au peuple russe de se débarrasser ou de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec un président de telle envergure. Et le fait que, je pense qu'il y a une sorte de tentative dans le cercle très intime de Poutine de l'éliminer ou de au moins le faire sortir de cette situation de l'impasse d'une manière plus ou moins noble selon leurs termes. Et il n'y a même pas besoin d'intervention extérieure. Je pense que ça sera fait intérieurement, sans trop de bruit. Bélien Nablier. Oui, alors d'autant plus que peut-être qu'il faudrait faire attention par rapport à un imaginaire, par rapport à l'alternative qui pourrait exister à Vladimir Poutine du point de vue occidental. C'est pas Poutine ou un démocrate. J'ai bien peur que l'alternative, c'est Poutine ou pire, du point de vue notamment de l'idéologie nationaliste. Par rapport à la guerre qui est menée aujourd'hui contre l'Ukraine, Vladimir Poutine ne semble pas être celui qui est le plus zélé. Il y a derrière, notamment chez des commentateurs et même des responsables politiques, des personnages qui ont un discours encore plus belliqueux, oui. Encore moins facilement traduisible du point de vue rationnel. Et malheureusement, avec un certain écho dans l'opinion publique russe. Autrement dit, l'alternative à Poutine, ce n'est pas forcément une alternative démocratique. Ouais. Ça risque même d'être une alternative plus nationaliste encore, voire d'extrême droite, dans un certain sens politique. Cet argument me paraît imparable, parce que si on se pose la question très simple, quel serait l'intérêt pour les États-Unis de liquider physiquement Poutine ? Vous savez,
à l'époque de Yasser Arafat, à un moment donné, il est sur port libyen de Tripoli. Il y a un tireur d'élite de Tsahal, l'armée israélienne, qui l'a dans son viseur. Il attend le feu vert de Menachem Begin à l'époque Premier ministre. Et Begin dit non, car ce n'est pas notre intérêt. C'est un peu la même chose, parce que précisément, une disparition brutale qui pourrait être imputée à l'Occident, elle alimenterait évidemment toute la rhétorique des faucons ultranationalistes qui sont eux-mêmes la puissance la plus gênante aujourd'hui pour Poutine, plus embarrassé par ses faucons que par ses colombes. Donc très franchement, je pense que même si, en termes techniques, il y avait la possibilité de le faire, ils ne le feraient pas, et ils diraient surtout à leurs amis et alliés ukrainiens: n'en faites rien si cette tentation vous traverse l'esprit. Alors, on va continuer de parler de Sergueï Lavrov avec ses déclarations aujourd'hui diffusées donc sur les ondes des médias internationaux. On se posait la question hier soir de savoir quelles étaient les conditions acceptables de paix pour les Russes, parce qu'évidemment, les propos de Vladimir Poutine nous questionnaient. Eh bien, les voici, ces conditions. Elles tiennent finalement en deux mots: démilitarisation ou dénazification. Voici précisément ce que dit le ministre russe des Affaires étrangères. Nos propositions relatives à la démilitarisation et la dénazification des territoires contrôlés par le régime, à la fin des menaces à la sécurité de la Russie émanant de ces territoires, notamment contre nos nouvelles provinces, qui sont bien connues de l'ennemi. Les nouvelles provinces, en l'occurrence, ce sont les territoires annexés par la Russie depuis l'invasion du 24 février. Bref, pour faire simple, pas question pour les Russes non plus. On a vu que pour les Ukrainiens, c'était compliqué, mais pour les Russes non plus de s'asseoir à la table des négociations pour l'instant. C'est ce que vous comprenez? Oui, quel type de négociation sur ces types de propositions? La proposition, en gros, c'est juste que l'Ukraine capitule. C'est ça la proposition, que l'Ukraine, en tant qu'État qui essaye de défendre son... On arrête de vous taper dessus, mais vous vous rendez. Oui. C'est ça un peu le message que Poutine il envoie en essayant de nous vraiment rompre cet esprit de résistance des Ukrainiens, en tapant sur les infrastructures critiques, en plongeant tout le pays dans le noir, en disant: écoutez, vous ne voulez pas le faire comme je vous ai proposé, juste rendre les armes et vraiment lâcher toute résistance, dans ce cas-là, je vais vous faire vraiment mettre sur le genou et comme ça, vous le ferez. Juste un mot sur la négociation, qui sera improbable selon si on regarde les conditions qui n'ont pas bougé depuis tout au début. Tout au début, quand l'opération spéciale militaire a été annoncée, c'était les mêmes types de conditions. La démilitarisation et dénazification de l'Ukraine. Pour la démilitarisation, ça veut dire que l'Ukraine, elle devrait juste être complètement subordonnée à la Russie sans son armée pour pouvoir faire la résistance si jamais elle est attaquée. Puisque vous y venez, la dénazification, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce qui représente une identité ukrainienne, comme la langue, la culture, l'amour pour la patrie, pour la Russie, dans le cadre ukrainien, ça c'est nazisme. C'est-à-dire le fait qu'on aime notre pays, on ne veut pas juste rendre les morceaux de notre pays à quelqu'un d'autre, à un pays qui est venu nous envahir. Et le fait qu'on pratique notre propre culture, notre littérature dans notre langue, ça, c'est du nazisme, selon lui. C'est-à-dire, c'est ce nationalisme exacerbé qui est du nazisme. Après, ça rejoigne aussi toute une propagande qui était menée depuis 2014 sur le fait que des faits complètement, des mensonges qui étaient disséminés par la propagande russe, comme quoi les soldats ukrainiens tuent des petits-enfants, qui les crucifient comme des vrais nazis. Alors ça c'est des choses qui circulaient. Pourquoi ce double langage? D'abord, est-ce un double langage? Vladimir Poutine qui, un jour, nous dit: j'ai envie que les choses s'arrêtent, il faut que cette guerre ou cette opération militaire s'arrête le plus tôt possible, nous sommes prêts à négocier. Et le lendemain, son ministre des Affaires étrangères qui dit: oui, on négocie, mais à nos conditions qui sont, il le sait, inacceptables, non seulement pour les Ukrainiens, mais aussi pour tous ceux qui les soutiennent. Alors, c'est assez logique d'un point de vue stratégique et du point de vue de la communication politique russe, dans la mesure où, d'un côté, il y a un intérêt à essayer de montrer une position d'ouverture, un discours d'ouverture, dans la mesure où les Russes, actuellement, ont perdu la bataille de la communication et, de fait, ils sont les agresseurs. En tant qu'agresseurs, ils essayent malgré tout d'avoir un pan diplomatique dans leur démarche, en disant tout simplement que des négociations sont à l'ordre du jour, qu'ils sont ouverts à cette perspective-là. Et en même temps, ils conjuguent ce discours d'ouverture avec le principe suivant lequel ils ne veulent pas reculer quant aux objectifs initiaux. Les objectifs initiaux, ils les ont
posés plus ou moins clairement depuis le début, mais ils sont synonymes d'annexion territoriaux du côté ukrainien. Or, côté ukrainien, il y a également un discours ferme quant à l'impossibilité d'une telle perspective. Qu'est-ce que signifie ce double discours aussi russe et ukrainien ? Il signifie tout simplement que les conditions politiques d'une négociation ne sont pas réunies et qu'actuellement, en réalité, ces négociations ne seront que le produit à terme de la confrontation militaire. Et justement, 2 journaux américains, le Washington Post et le Wall Street Journal, relatent une partie des discussions qui ont eu lieu entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky, justement sur ces pourparlers de paix. Les journaux évoquent 3 possibilités, 3 scénarios. Le premier implique le retrait des forces russes de l'ensemble du territoire ukrainien, y compris de la Crimée et du Donbass, donc conquis en 2014 pour la Crimée. Le deuxième prévoit un retour aux frontières de 2014. Et le troisième, à mi-chemin entre les deux, prévoit un retrait du Donbass, mais pas de la Crimée. Alors évidemment, les 2 dernières solutions sont inacceptables pour Volodymyr Zelensky. Aucune des solutions ne satisferait, de ce que l'on sait visiblement aujourd'hui, Vladimir Poutine. Pour l'instant, de ce que je comprends, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé cette semaine de ces tentatives de négociation. Pour l'instant, on est au point zéro, mais ce qui a changé, et ça c'est vrai, c'est que depuis quelques semaines, les 2 parties parlent ouvertement pour parler de paix. Ça, est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas ? Oui. Je pense que là, il y a quand même un changement très important dans le sens où il y a une proposition très concrète qui a été mise en place d'ailleurs annoncée par le ministre des Affaires étrangères ukrainien Kuleba, qui sera de faire une sorte de sommet pour la paix. Quand Poutine et il va plus loin, Dmytro Kuleba, il annonce, en tout cas c'est les journaux américains qui annoncent ça, l'équipe de Volodymyr Zelensky, dont on se doute que Dmytro Kuleba fait partie, qui prépare un plan de paix qui serait présenté entre la mi-février et la fin du mois de février, donc évidemment aux alentours des 1 an de cette invasion russe d'Ukraine. Et la chose très importante, que ce sommet pour la paix, ça sera fait sous l'égide de l'ONU, avec l'ONU qui va être inclus dans cette équation. Ce que Poutine propose, comme vous avez vu, en tant que condition, les conditions n'ont pas bougé, il n'y a pas de plan concret comment on peut réaliser n'importe quelle sorte de négociation. Ce que l'Ukraine propose, c'est un premier pas, une plateforme pour ouvrir le dialogue dans le cadre du système international où le droit international, on espère bien, va pouvoir primer sur les ambitions impérialistes de Poutine. Alors, effectivement, le cadre de l'ONU, ça pourrait, on espère, quand même donner des résultats ou des ouvertures dans la manière dont nous, on conçoit cette paix-là et comment on peut la porter avec des mécanismes concrets. Pardon. Moi, ce que je trouve aussi intéressant par rapport à ce que vous avez relaté des échanges entre Biden et Zelensky, c'est que l'administration Biden n'est pas alignée en fait sur la position du président Zelensky. Il y a quand même une autonomie, ça va de soi d'une certaine manière, mais il y a une position américaine qui, notamment, conçoit finalement des solutions transactionnelles, c'est-à-dire de compromis auxquels précisément, le président Zelensky n'imagine pas et n'est pas prêt à accepter. Donc c'est quelque chose d'important, notamment dans la perspective des négociations de paix. Les États-Unis peuvent concevoir l'idée d'un compromis, y compris du point de vue territorial. Ce n'est pas totalement exclu. Alors que du côté du président Zelensky, et en toute logique, du point de vue de l'intégrité territoriale ukrainienne, c'est une option impensable. Les Russes pourraient jouer à un moment donné sur cet interstice. Merci.